Bonjour à tous et toutes qui vous êtes connectés à ce premier webinaire FAME dédié à l'ISR, l'investissement socialement responsable appliqué à l'immobilier. Donc c'est un intérêt que vous portez et qu'on porte également nous aussi au sein de notre association. Pour ceux qui ignoraient encore l'existence de la FAME il y a quelques semaines, on est une association dédiée aux innovations liées à la finance durable appliquée à l'immobilier. On a des livrables assez ludiques, on réalise des afterworks, des conférences, des interviews de professionnels. On relaie des articles qui font sens et qui sont en lien avec ces innovations qui nous tiennent à cœur. Le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est la démarche ISR, l'investissement socialement responsable appliqué à l'immobilier. Vous l'avez certainement constaté il y a une semaine, le 23 juillet dernier précisément. Monsieur Bruno Le Maire a signé par arrêté l'élargissement du label ISR au fonds immobilier. C'est un label qui existe depuis 2016, mais qui était uniquement dédié aux fonds de private equity. Depuis le 23 juillet dernier, il est éligible aux fonds immobiliers. Alors, qu'est-ce que l'investissement socialement responsable et de surcroît, l'investissement socialement responsable appliqué à l'immobilier? Quel impact est-ce que ça a sur nos finances, sur les finances de nos projets immobiliers? Comment est-ce qu'on va améliorer la financiarisation de ces projets? Et qu'est-ce qui est labellisable? Est-ce que c'est un actif, un fonds? Est-ce que c'est une foncière, un autre véhicule? Quelle différence est-ce qu'on peut constater entre l'investissement socialement responsable et de l'investissement à impact positif? C'est toutes ces questions-là qu'on se fait poser au sein de la FAME, qu'on a partagé avec notre entourage. On s'est posé les mêmes questions. Qu'entendons-nous par la finance verte ou les démarches ESG? Voilà, toutes ces définitions-là, dont on entend parler depuis quelques années maintenant, sans pour autant qu'on arrive à y mettre de définitions claires et précises derrière. D'où l'idée de ce webinaire. Donc, pour y répondre, on a 3 intervenants que je remercie encore chaleureusement pour leur participation. 3 intervenants qui nous font le plaisir de nous partager leurs expériences et visions. Donc, merci encore une fois à Ella Etienne Denoy, CEO de Green Solus, Cédric Micard, cofondateur de la société de conseil spécialisée en labellisation ISR Étiquette, et bien sûr Christophe Besson-Léo, cofondateur de la SIC Alliance Sens et Économie, et porteur d'un réel projet ISR actuellement en cours de financement, qui est le projet Microville 112, que Christophe nous présentera. Bien, alors bonjour à tous. Je m'appelle Ella Etienne Denoy, je suis la directrice générale et associée de Green Solus. Et par rapport à notre conviction pour l'écosystème immobilier urbain, elle porte sur la nécessité d'œuvrer pour une ville plus durable sur le plan environnemental, plus inclusive sur le plan sociétal et plus résiliente. Il suffit de regarder au niveau du changement climatique les chocs et les crises qui nous attendent pour voir que la résilience est une partie prenante clé de la durabilité. Un premier hub dédié au conseil et à l'accompagnement à l'échelle des opérations physiques, également à l'échelle organisationnelle auprès des acteurs sur l'ensemble des thématiques de durabilité en matière de réflexion stratégique, d'ingénierie et de communication. Donc on traite aussi bien de sujets sur l'énergie, les matériaux, le carbone. Alors, on travaille également le volet pédagogique et notamment via le levier DIAL pour sensibiliser, monter en compétences et engager à grande échelle des centaines, voire des milliers de professionnels collaborateurs aujourd'hui dans l'écosystème immobilier et urbain. Le troisième hub est dédié au sujet qui nous occupe aujourd'hui sur la finance durable pour les projets immobiliers et urbains, où on accompagne les acteurs de la finance immobilière à intégrer l'investissement socialement responsable dans leur stratégie de réallocation des fonds financiers vers les projets, les porteurs de projets responsables, d'accompagnement au service de la vision pour la ville plus durable, inclusive et résiliente. Si on ne contribuait pas au partage des meilleures solutions et des meilleures pratiques dans l'écosystème, et nous sommes notamment à l'origine de l'initiative des chroniques urbaines qui aujourd'hui prend la forme d'une plateforme digitale, et je vous invite d'ailleurs à visiter sur Urban Chronicles qui a vocation à permettre à l'ensemble des acteurs de l'écosystème immobilier et urbain d'échanger sur les sujets de durabilité et en particulier de la finance durable. Alors, quand on parle de finances durables, on parle de l'ensemble des mécanismes et des outils financiers qui ont vocation et qui sont appliqués au financement de sous-jacents dits durables. Donc, on comprend par sous-jacent les valeurs mobilières comme les titres de société cotées, mais également les actifs réels. Et dans les actifs réels, les financiers regroupent les bâtiments, donc l'immobilier et les infrastructures, le volet environnemental, mais également le volet social et plus largement le volet sociétal.
Alors, quand on parle de finances durables, et ça, vous avez certainement dû croiser d'autres termes, on va croiser notamment pas mal d'acronymes, ESG, E pour environnemental, S pour social et G pour gouvernance. Et en fonction de quels critères on choisit de traiter en priorité ou de la combinaison de critères qui est traitée au regard de sa stratégie d'investissement, on va tantôt parler de finances vertes, tantôt de finances responsables. Et ce qu'il est important de noter, c'est que en parlant d'ESG aujourd'hui dans l'écosystème financier au sens large, au niveau des valeurs mobilières, mais également au niveau de l'écosystème immobilier, il y a cette idée d'un moindre impact négatif sur le plan environnemental, sur le plan sociétal et sur le plan de la gouvernance, donc sur le E, le S et le G. Mais du coup, on peut se poser la question de la contribution des investissements à un impact positif. Parce que c'est une chose d'amoindrir l'impact négatif, voire de l'éviter. C'est autre chose de prendre en compte la contribution à l'impact positif. Et la dynamique d'ISR, autre acronyme d'investissement socialement responsable, s'inscrit dans cette dynamique de contribution à un impact positif. L'ISR va traiter des trois lettres, de l'environnemental, du social et de la gouvernance. On va avoir une notion, une compréhension holistique de l'investissement avec cette contribution à impact positif. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de noter quand même la terminologie de responsable. Alors, par rapport au contexte de la finance durable, je voulais vous proposer quelques éléments, quelques clés de lecture, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses et il y a une vraie tendance de fond aussi bien au sens large au sein de la finance, mais également au sein de l'écosystème immobilier. C'est d'abord de faire référence à la pression positive, normative et réglementaire croissante que connaît l'écosystème financier et l'écosystème immobilier financier. Une clé de lecture importante, c'est l'article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Alors, que dit cet article 173? C'était une première en matière de réglementation à destination des acteurs financiers et des investisseurs. En fait, cet article renforce l'obligation de transparence et concerne aussi bien les investisseurs institutionnels. Alors, ce qu'on entend par investisseurs institutionnels, c'est les investisseurs type assurance, mutuelle, également institutions financières et les sociétés de gestion, et par ricochet les sociétés de gestion en immobilier et les foncières. Et au niveau des foncières, l'article définit voilà, enfin, il y a deux distinctions à avoir au niveau des foncières par rapport au montant de chiffre d'affaires et ça fait référence au seuil du Grenelle 2. Donc à avoir en tête cet article 173 qui marque un démarrage fort en matière de pression normative et réglementaire en 2015. Également à avoir en tête la TCFD et la taxonomie européenne. Alors, d'une part, la Task Force on Climate Financial Disclosures à l'initiative de Michael Bloomberg à l'été 2015, avec cet objectif et cette attente des investisseurs d'avoir un reporting davantage intégré au niveau financier qui prenne pleinement en compte la dimension environnementale et en particulier le risque climat. Et depuis, cette démarche volontariste a très fortement influencé positivement la réglementation en France, en Europe et à travers le monde. Au niveau européen, il est important de noter un gros travail dans la continuité en parallèle aux travaux des groupes de travail de la TCFD au niveau de la taxonomie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle taxonomie? En français, c'est un terme qui paraît un petit peu barbare. En fait, il s'agit d'un référentiel d'activité, en l'occurrence un référentiel d'activité durable au niveau européen, avec un projet de réglementation qui a été publié en juin 2019, une grosse étape franchie en décembre de la même année,
et on prévoit une publication effective courant 2022. Et pour ce qui est de ce référentiel d'activité durable en Union européenne, il s'agit pour ces activités de répondre en fait à trois points clés, 3 critères. D'abord, de contribuer substantiellement à au moins 6 objectifs environnementaux définis par la Commission européenne. Je vais vous les citer très rapidement parce que ça donne une idée aussi de la direction que prend la finance durable et en particulier la finance verte à l'échelle de l'Union. L'atténuation du changement climatique est l'un de ces objectifs, l'adaptation au changement climatique, donc la prise en compte du risque climat. Pour ceux qui connaîtraient pas nécessairement la différence entre atténuation et adaptation, l'atténuation concerne les efforts en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation au changement climatique, c'est les stratégies et les plans d'action à mettre en place par rapport à la réalité climatique qui est déjà présente et qui a été détaillée dans les scénarios du GIEC. Le troisième objectif concerne l'utilisation durable et la protection des ressources hydrologiques et marines. La transition vers une économie circulaire fait partie des objectifs environnementaux de l'Union, la prévention et le contrôle de la pollution, et enfin tout ce qui touche à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Le deuxième principe par rapport à la taxonomie européenne, ce référentiel d'activité durable, c'est que les activités qualifiées de durables, selon ce référentiel, ne doivent causer aucun préjudice significatif à aucun des 6 objectifs environnementaux que je viens de vous citer. Et ces activités doivent également répondre à des critères d'examen technique spécifiques et qu'elles soient exercées dans le respect des normes minimales en matière sociale. Et ça, c'est une nouveauté récente sur l'année 2019-2020. Bon, c'est de la réglementation et des normes, mais important en parallèle à l'article 173 d'avoir la TCFD en tête et la taxonomie. Pour la TCFD, j'ai fait partie du groupe de réflexion pour le secteur immobilier. Une dynamique finance durable qui a été fortement accélérée depuis 2015. Alors, en matière de canaux de financement vert, vous posez probablement la question de savoir, ok, mais concrètement, je vous ai parlé du fait qu'il s'agissait de mécanismes et d'outils. Donc, de quoi on parle quand on parle de finance durable? Les prêts verts et responsables, c'est important d'avoir en tête aussi les outils de levée de dette, les émissions obligataires durables, ce qu'on appelle les green bonds, qui sont également appliqués au niveau immobilier et qui prennent de l'ampleur avec des référentiels au niveau européen. Les certificats d'économie d'énergie qui sont également des outils par rapport à la finance durable. Et au niveau de l'investissement socialement responsable, dont Cédric va parler plus en détail, un label ISR existe au niveau des valeurs mobilières et il a été traduit récemment pour une application au niveau immobilier. Il faut aussi avoir en tête que dans cette dynamique d'investissement socialement responsable, on a également des labels thématiques davantage axés sur le volet environnemental. Les derniers chiffres de l'indicateur Novetic en octobre 2019 montrent une très forte progression, plus 27% au sens large. L'immobilier au niveau mondial, c'est un tiers des émissions de CO2, c'est 40% de la consommation énergétique, c'est 25% de la consommation d'eau, c'est 60% de la consommation d'électricité. Alors, vous allez me dire, c'est surtout sur le volet environnemental, mais le label ISR qui vient de sortir, qui a été ancré officiellement la semaine dernière, c'est l'occasion de traiter le sujet environnemental en parallèle au volet social et au volet de la gouvernance. Et quand on voit ce que représentent les fonds d'investissement alternatifs en France et en Europe, à savoir 230 milliards d'euros d'encours, et en matière de millions de mètres carrés, il s'agit quand même de 59 millions de mètres carrés, on voit qu'il y a un très très gros enjeu à faire en sorte que la dynamique soit prise à bras le corps par les acteurs. Très riche en effet, donc de ce que j'en comprends, il y a un énorme volet juridique qui existe depuis le Grenelle de l'environnement et qui vient rajouter des couches et des couches sur ces considérations que le secteur prend en compte d'année en année, et donc dernièrement le volet ISR. Maintenant, la question que nous nous posons et qu'on s'est posé au sein de la FEM avec nos intervenants, c'est quel est cet outil de labellisation. Donc, l'ISR est une démarche, et il existe un outil de labellisation qui est le label ISR appliqué à l'immobilier. Qu'est-il? Quel est son fonctionnement? Comment est-ce qu'on l'opère? Comment est-ce que le label ISR fait la distinction entre les valeurs mobilières et les valeurs immobilières? Quels projets sont éligibles à cette labellisation? Est-ce que ce sont des actifs immobiliers, des fonds immobiliers, des foncières immobilières, d'autres véhicules financiers? Voilà, c'est toutes ces questions-là un peu plus techniques et un peu plus portées sur le label ISR qu'on s'est posé. Et pour y répondre, on a invité Cédric. Cédric, je te laisse la parole et la main également pour présenter ton support et nous expliciter un petit peu les sous-jacents de ce label.
3 mots et demi pour présenter Étiquette. Yanis, vous l'avez évoqué en introduction, nous sommes une société de conseil créée il y a un an par 3 associés. On a la particularité tous les 3 de s'être connus autour de la table de la rédaction du label. Nous faisons partie de l'équipe qui a eu l'opportunité au sein de l'association ASPIM, donc l'association professionnelle des sociétés immobilières, qui s'est saisie du sujet. Nous avons donc eu l'opportunité de nous rencontrer dans ce cadre-là et de contribuer à sa déclinaison. Et par évolution naturelle, nous avons poursuivi nos activités historiquement dans des sociétés de gestion pour créer cette activité de conseil dédiée notamment au label, mais évidemment à l'ISR immobilier au sens large, tel qu'Ella vous l'évoquait en introduction. Le label, donc, vous l'avez compris, il est pas tout jeune. 2016 pour sa première version. Grosse frustration à l'époque des acteurs de l'immobilier, dans le sens où les fonds d'investissement alternatifs immobiliers, FIA pour leur petit nom, étaient exclus du champ du label, et le label couvrait essentiellement fonds actions, fonds obligataires, dit fonds mobiliers. Aujourd'hui, la chose a été corrigée. Corrigée comment ? Par une action concertée de la place. Le label a été, dans sa nouvelle déclinaison, écrit par des acteurs de sociétés de gestion qui ont travaillé pendant 3 ans sur la rédaction de cette déclinaison qui se veut, si on la résume avec quelques mots-clés, à la fois ambitieuse et pragmatique. Ambitieuse, pourquoi ? Parce qu'elle souhaite aller au-delà des fondamentaux ISR qui étaient appliqués au fonds de valeurs mobilières, donc un label beaucoup plus strict, beaucoup plus rigoureux, et pragmatique. Pourquoi pragmatique ? Parce que pour ceux d'entre vous qui travaillent au sein de sociétés de gestion notamment, constaterez qu'il est parfois difficile d'agir vite et fort sur des actions à valeur ajoutée environnementale, ne serait-ce que faire des travaux par exemple, et qu'on doit se laisser la possibilité de la culture des petits pas. Donc, si on se le résume, on parle bien donc, comme ça vous a été évoqué, d'une marque d'État qui a été évidemment, une fois que le label a été proposé par la place immobilière, validé par Bercy, après contrôle de l'autorité des marchés financiers. Ça ne vous aura pas échappé que l'AMF a été adoubée d'une grande responsabilité il y a maintenant 2 ans, celle de veiller au grain en termes de stratégie ESG des acteurs financiers au sens large, dont les acteurs immobiliers. À ce titre-là, l'AMF a été particulièrement vigilante dans cette nouvelle déclinaison. Et là, vous l'évoquez, un point de caractéristique très important de ce label, c'est que c'est un des premiers au niveau européen à être à la fois ambitieux d'un point de vue démarche environnementale appliquée à l'immobilier, mais c'est aussi et surtout un des seuls labels d'État qui permet aussi de répondre à certaines contraintes réglementaires que pouvaient avoir certains investisseurs. Vous avez peut-être à l'esprit le cadre de la loi Pacte, qui impose notamment d'avoir dans toute assurance vie des unités de compte labellisées ISR. Jusqu'à aujourd'hui, les investisseurs pouvaient aller piocher dans un certain nombre de fonds d'investissement, malheureusement non immobiliers, pour constituer ces unités de compte. C'est aujourd'hui chose corrigée. Je vous parlais en introduction de dire mais ce label il est effectivement beaucoup plus ambitieux que les, on va dire que son grand frère, appelons-le comme ça, ISR Mobilier. Il est plus ambitieux. Pourquoi ? Pour quelque chose d'assez simple. Finalement, quand nous sommes aujourd'hui gestionnaires d'un fonds d'investissement immobilier, nous avons donc à la fois la main sur la constitution du fonds, sur la stratégie d'allocation d'actifs, mais également sur le sous-jacent. Qui dit donc, ce qui n'est pas le cas dans un fonds d'investissement immobilier, dans la grande majorité des cas, un fonds action, au mieux, vous engagez une démarche d'engagement actionnarial, mais ce n'est pas vous qui êtes aux commandes. Attention, c'est vrai que je t'interromps juste un instant, tu as ton micro qui se frotte sur ta chemise, ça vient... Excusez-moi. Super, on t'entendra mieux, je te remercie, je te laisse continuer. Merci Yanis. Donc oui, effectivement, cette double capacité d'agir crée évidemment une double responsabilité.
Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'effectivement, quand vous êtes gestionnaire de fonds d'investissement immobilier, vous choisissez à la fois les immeubles que vous allez acquérir dans votre fonds, de manière directe ou indirecte, mais vous allez également avoir la main sur ce qui se passe sur votre immeuble. Vous commandez les travaux, vous allez pouvoir dialoguer directement avec vos locataires, avec le mainteneur. Vous avez donc cette double capacité d'impact, double responsabilité. Une logique qui est essentielle et qui va avec ça, c'est une notion d'amélioration continue. C'est la deuxième grande caractéristique de ce label, outre le fait de devoir s'appliquer au niveau du fonds et du sous-jacent. Là où dans les valeurs mobilières, nous avons beaucoup de fonds qu'on va classer dans les best-in-class, qui vont revenir à dire je sélectionne les meilleures valeurs de la place pour des raisons ESG, et j'en crée un portefeuille. Les fonds immobiliers vont par nature avoir beaucoup plus, et pour répondre aux enjeux environnementaux qu'elle a vous cité en introduction tout à l'heure, vont avoir une notion de best in progress. Et beaucoup des fonds à vocation notamment environnementale qui existent d'ores et déjà en immobilier aujourd'hui ont cette nature de se dire, je schématise, j'achète une passoire et je l'améliore, plutôt que de dire, je fais un fonds uniquement constitué de bâtiments neufs. Il y a une vraie spécificité à notre secteur dans cette capacité à aller faire effectivement du best in progress. Et le label a été constitué avec pragmatisme dans ce sens-là. Si je le résume donc, un peu vulgairement, le label va être de dire vous vous engagez à faire une démarche d'amélioration. Le label ne pose pas un cadre extrêmement strict sur vos engagements et votre manière de faire. Par contre, il vous juge au bout de 3 ans. Si l'amélioration que vous aviez visée, promise, n'a pas été tenue, le label est perdu. Vraiment, voilà, avoir cette spécificité-là à l'esprit. Si on entre un peu dans les éléments de détail technique, et je les balayerai sous forme de bullet point pour que vous ayez une vue un peu générale de ce qu'est le label, pour l'obtenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Se définir une stratégie extra-financière, donc. En gros, ça revient à dire une conviction. Quelle est notre conviction quand on crée ce fonds-là? Qu'est-ce qu'on veut faire? Faire de la rénovation énergétique, générer de l'impact social positif. Une stratégie, donc, une cible à aller chercher. On se construit ensuite une grille de notation extra-financière. Ça ne vous a pas échappé que dans le secteur immobilier, nous n'avons quasiment pas de benchmark qui nous permettent, comme on peut avoir en valeur mobilière, vous avez toute une série d'agences de notation qui vous permettent de faire du picking et de constituer votre portefeuille. En immobilier, on n'en a pas, ou très peu. Le label autorise donc chaque société de gestion, pour chacun de ses fonds, à constituer sa grille. On dirait c'est quand même une certaine liberté qui leur est donnée. Oui, rappelez-vous ce qu'on s'est dit il y a quelques minutes, la grille doit justifier effectivement que l'immeuble s'améliore dans le temps et que chacun de ces critères de cette grille sont supérieurs à la réglementation. On peut donc, a priori, pas tricher là-dessus. Avoir en tête, voilà, cette grille, c'est le cœur du réacteur qui est extrêmement importante et à constituer avec énormément de finesse. L'objectif donc, vous l'avez compris, est de faire des démarches d'amélioration ou de se positionner en best in class. Ça reste tout de même possible si on veut créer, je ne sais pas, un OPCI ou une SCPI d'immeubles neufs. Ça reste effectivement possible. Autre point relativement important de ce label, c'est la démarche de transparence. Transparence envers les investisseurs et la place. Le label pose un cadre d'obligation de communication sur un certain nombre d'indicateurs. Donc il y a une certaine liste d'indicateurs qui ont été rendus obligatoires. Obligatoires pourquoi? Parce qu'on les a considérés, dans la logique de rédaction de ce label, comme des fondamentaux de la démarche immobilière d'un point de vue environnemental. Je vous en cite 2. La performance énergétique, la performance carbone. Ce sont des choses où on commence à avoir une certaine maturité. Évidemment, comme tout label, vous avez une démarche d'audit qui est réalisée tous les ans par un labellisateur externe et un double audit interne réalisé par les équipes de la société de gestion. Donc double niveau de contrôle, interne et externe, tous les ans. Je ne reviendrai pas sur les raisons de s'engager sur cette démarche, mais effectivement, on s'est parlé de demande des investisseurs, que ce soit les investisseurs institutionnels ou les investisseurs particuliers. Là, vous a cité la nécessité du secteur immobilier de répondre
à certains enjeux de résilience. Je pense effectivement qu'il y a aussi cette capacité de double levier qui mérite d'être valorisée, sans aller jusqu'à dire que tous les acteurs immobiliers pourront faire bien mieux que les acteurs des valeurs mobilières classiques. Ils en ont en tout cas les capacités, par encore une fois ces doubles leviers. Et évidemment, dernière raison, l'évolution réglementaire qu'elle a vous esquissez, plus vous l'anticiperez, mieux vous vous porterez, et une démarche de labellisation pose un cadre qui permet aux sociétés de gestion de se donner les moyens d'y aller. Quelques éléments de retour d'expérience suite aux premières sociétés de gestion que nous avons pu accompagner dans cette démarche. Je ferai ressortir deux points essentiels. Une grande nécessité dans les démarches de transition et de mise en œuvre de labels, une nécessité de sensibilisation et de pédagogie interne sont des démarches essentielles. Chaque société de gestion étant constituée de métiers différents, techniques, financiers, commerciaux, juridiques. Une sensibilisation sur mesure est nécessaire, le label couvrant l'ensemble des professions de la société de gestion. Et deuxième enjeu essentiel, la gestion de la donnée. La gestion de la donnée, pourquoi? Parce que dans l'immobilier, nous avons été très en retard par rapport à certains de nos confrères sur les flux de données. Maintenant qu'ils se constituent, il faut être assez fin sur le fait de dire c'est bien, je ne prends pas non plus les kilomètres de données, je prends de la donnée fiable, juste et fine pour constituer mes indicateurs. Dit autrement, trop de data tue la data. Il vaut mieux une petite data bonne plutôt que des tombereaux de data non fiabilisés. Je termine par deux petits slides d'illustration pour vous aider à vous représenter concrètement ce que peut être un fonds d'investissement labellisable ISR. Vous l'avez compris, une simple démarche d'intégration ESG n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce qu'on ne peut pas se contenter de dire quand j'achète un immeuble, je regarde si d'un point de vue ESG il est bien, il n'est pas bien. Le label ne l'autorise pas, il l'impose d'aller plus loin et de faire soit du best in class, donc de constituer un portefeuille d'immeubles sur le haut du panier selon ses propres critères, encore une fois, qui peuvent être environnementaux, sociaux ou de gouvernance, ou deux ou trois. Nous reviendrons sur quelques exemples juste après. Il peut être, et on le constate beaucoup, best in progress, et ils peuvent être enfin des investissements et des portefeuilles immobiliers à impact. Vous me direz comment vous le différenciez. Si on définit très rapidement la notion de recherche d'impact, pour créer un fonds d'investissement à impact, il s'agit d'aller répondre par l'action du fonds à un enjeu spécifique, localisé, et d'être en capacité de le mesurer. Je vous donne un exemple. Faire un fonds de rénovation énergétique en cœur de ville répond à un enjeu qui est la généralisation et la désertification de la désertification des centres-villes et donc à des obsolescences accélérées. On a un enjeu, on y apporte une réponse et surtout, derrière, on la mesure. C'est comme ça qu'on va générer une notion d'impact. Et je termine en vous illustrant rapidement quelques types de stratégies que l'on peut voir aujourd'hui naître sur la place, qui sont aussi les résultats de stratégies engagées par certaines sociétés de gestion depuis quelques années. Un socle ESG essentiel, indispensable au label. Ce n'est pas parce que vous faites un fonds vert, un fonds de rénovation énergétique, donc environnemental, qu'il ne faut pas vous préoccuper d'enjeux sociaux et de gouvernance. Il faut un socle minimal sur tous, et ensuite vous avez la liberté de donner une empreinte particulière à votre fonds. Vous pouvez donc avoir un fonds très généraliste ou un fonds thématique. Il peut exister par exemple des fonds de rénovation énergétique. Parmi les premiers FIA de la place immobilière à s'être dotés d'une telle stratégie, on peut citer les exemples du fonds PFO2 géré par Perial Asset Management par exemple, qui s'oriente typiquement là-dessus. Vous pouvez avoir des fonds bas carbone également, très thématiques. Vous pouvez avoir des fonds orientés santé, dont le très connu Primovie géré par Primonial par exemple. Vous pouvez avoir des fonds dédiés à l'utilité sociale, où les locataires des immeubles vont être choisis par leur capacité à générer une utilité sociale spécifique. Prenez l'exemple du fonds Fair Invest géré par Norma Capital, par exemple. Vous pouvez avoir des fonds de rénovation urbaine. Des gens comme Novaxia, par exemple, portent ces stratégies.
ou des fonds dédiés, encore une fois, pour un autre exemple, à de l'hébergement d'urgence, où vous avez notamment un fonds de Swiss Life Asset Management qui s'est donné cette stratégie-là. Donc là, je vous ai donné quelques exemples de fonds généralistes, mais vous avez effectivement la possibilité d'avoir du fonds un petit peu plus thématique qui vous laisse la liberté d'aller créer de l'impact et d'améliorer votre note. Je termine là en citant d'autres exemples de réhabilitation urbaine, mais je pense que Christophe vous donnera un très très bon exemple concret de ce que cela peut représenter également. Merci Cédric. Merci. Donc on constate alors, suite à tes propos, que le label ISR s'applique non pas à des actifs mais à des fonds. Je te remercie pour l'ensemble des exemples que tu as cités de foncières et de gestionnaires d'asset management qu'on connaît bien. Dans la construction de ce webinaire, on a souhaité proposer et présenter un projet qui s'inscrivait véritablement dans cette démarche ISR. Et en discutant avec Christophe, on a trouvé que le projet qu'il porte, Microville 112, qu'un projet tout à fait atypique, qu'on n'a pas l'habitude de voir, Christophe va vous le dire, s'y prêtait et répondait très clairement à cette nouvelle démarche et pouvait quasi en tout point être qualifié de projet ISR. Merci encore de cette introduction Yanis et là et Cédric, de cette présentation de l'investissement à impact dans l'immobilier. Et effectivement, avec la Microville 112, on illustre une des actions concrètes que je conduis en tant que président d'Alliance Sens Économie, qui est une coopérative d'intérêt collectif qui rassemble des acteurs publics et privés pour construire finalement les moyens à mutualiser, permettant de passer à de nouveaux modèles de développement qui créent de la valeur économique, qui créent de la valeur sociale et environnementale. Et parmi les trois secteurs d'activité cibles sur lesquels on intervient, il y a l'immobilier, la finance et le numérique. Et à chaque fois, l'objectif, c'est de faire la démonstration qu'on peut trouver un autre modèle de développement pour chacun de ces actifs, pour le mettre au service de la transformation de notre société et de l'émergence finalement de modèles de développement économique fondés sur la coopération d'acteurs sur le territoire, publics, privés, associatifs, de l'économie sociale et solidaire, des grandes entreprises comme des TPE, des acteurs publics et des acteurs académiques et de la recherche, qui sont tous en fait sur un même territoire. Donc sur la coopération de ces acteurs-là, la mutualisation de moyens pour se développer, selon de nouveaux modèles de développement qui contribuent aux objectifs de développement durable, et puis bien sûr coproduire des activités, c'est-à-dire associer les compétences des uns et des autres pour atteindre ces objectifs. Et la Microville 112 a été bâtie avec cet objectif-là, de faire la démonstration qu'on pouvait concevoir un programme immobilier comme un moteur de développement local, de développement économique durable sur un territoire. Comme vous le voyez, on est sur un territoire très vaste, 65 hectares, on a 55 000 mètres carrés, 40 bâtiments, une ancienne base aérienne et la zone vie, où vivaient à peu près entre 1500 et 3000 militaires à l'époque où elle était ouverte. On a fait le constat 8 ans après la fermeture de cette base aérienne que le processus immobilier traditionnel avait été un échec, n'avait pas réussi à redonner vie à ce territoire-là et à répondre aux enjeux de développement des acteurs du territoire, aussi bien la commune de Courcy, le village qui est en capacité d'en hériter à l'euro symbolique auprès de l'armée, que des acteurs entrepreneuriaux associatifs du territoire qui ont des besoins de développement, mais qui finalement pour lesquels finalement les projets qui ont été proposés par des opérateurs immobiliers classiques ne répondaient pas à leurs véritables besoins. Et on a bâti une alternative, une solution d'aménagement de territoire reposant vraiment sur des dynamiques de développement qui, aujourd'hui, in fine, après un processus, permet de combiner à la fois une efficience bas carbone et des logiques de développement économique local, mettant en pratique des processus d'économie circulaire. On appelle ça la microville durable, ce concept finalement, ce type de programme de développement immobilier qui s'inscrirait dans des projets pour une foncière labellisable ISR par exemple. La microville durable, en résumé, c'est deux objectifs. Un objectif d'autosoutenabilité et un objectif de développement en économie circulaire avec les occupants.
Autosoutenabilité, l'objectif est de pouvoir, autant que faire se peut, développer une forme d'autonomie sur le site avec les problématiques de production d'énergie, les problématiques d'éco-rénovation, puisque là on est sur, donc comme la plupart des friches urbaines que l'on rencontre, des bâtiments qui ne sont plus aux normes de rien, donc des bâtiments à rénover, des problématiques de reconfiguration des espaces, de mutualisation non seulement des espaces, mais aussi des services, et bien sûr les problématiques de traitement des déchets à l'échelle finalement du territoire de ces 65 hectares et de ces 55 000 mètres carrés. Deuxième objectif, d'économie circulaire, tout simplement parce que l'impact d'un tel site sur ces 40 bâtiments, il n'est pas dissociable de l'impact de l'activité des occupants dans ces bâtiments. Donc on a vraiment cette logique de développement d'activités en circuit court et l'objectif pour nous en termes de programmation de mélanger des activités de formation, de production et d'innovation permettant de répondre aux enjeux de développement et aux nouveaux modèles de développement qui peuvent être mis en œuvre à l'échelle d'un territoire pour avoir au niveau de ces 65 hectares, de ces 55 000 mètres carrés, à la fois une efficience du site et à la fois une résilience au niveau des activités des occupants, assurant la durabilité finalement à la fois des activités et pour des investisseurs, de l'investissement dans lequel on leur propose de s'engager. Dans ce cas concret, par exemple, de la microville 112, donc là vous voyez un petit peu mieux les bâtiments et la localisation. Donc on est à Reims, à 1 kilomètre au nord de Reims, très bien desservi. Un certain nombre de bâtiments dont vous voyez ceux qui sont en rouge qui sont déjà à l'étude et en vert, il en reste peu qui sont encore non valorisés. Beaucoup de surfaces constructibles, à peu près 1000 à 1500 emplois et potentiel d'hébergement d'activités de 200 entreprises. Rapidement, le processus qu'on a suivi est un processus, donc on est vraiment dans l'évolution, la notion de progression. On a lancé un processus d'acquisition avec un appel à manifestation d'intérêt qui a permis de montrer qu'il y avait un pré-remplissage potentiel de 80% des 50 000 mètres carrés, qui a impliqué non seulement les acteurs publics, la mairie de Courcy et les élus, mais également, à travers un comité citoyen, les acteurs du territoire, ainsi que des experts nationaux. Il y a eu un comité citoyen et un comité d'experts. Donc, dès le départ, il y a eu cette logique de gouvernance participative avec les acteurs concernés localement du territoire et des experts au niveau national pour évaluer 70 candidats qui ont proposé d'installer leurs activités sur ces 55 000 mètres carrés et dont les 24 lauréats représentaient 80% de pré-remplissage en 2018. Alors suite à ça, ça a déclenché un processus de cession à l'euro symbolique de l'armée à la mairie de Courcy qui a duré quasiment 2 ans. La publication du décret autorisant cette cession date de février dernier, à partir de laquelle nous avons donc enclenché et formalisé ce programme de microville 112 avec 3 des lauréats sur donc 3 thématiques plus une 4e qui s'est imposée par rapport aux objectifs d'éco-rénovation qui est la construction hors site. Mais effectivement, 3 des lauréats de 2018 sont toujours là et sont des locomotives portant les pôles d'activité de cette programmation, axés sur le développement économique local avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Marne, la transition vers les objectifs de développement durable avec la Fredon, l'entrepreneuriat et le CARE, et notamment la reconversion des sportifs de très haut niveau avec Education for You, et l'éco-rénovation responsable qui est un pôle à part entière, puisque les 55 000 mètres carrés ont des objectifs d'éco-rénovation avec des techniques de construction hors site et de produits biosourcés. Objectif de 2020, création de la foncière qui va permettre de financer ce type de programme Microville 112, de microville durable. On en reparlera à la fin. Le modèle de microville durable, c'est un modèle avec plusieurs caractéristiques. D'une part, une approche de développement durable par les communs, et notamment les infrastructures sur ce territoire-là, qu'on qualifie d'éco-responsables, et qui ont une incidence sur l'impact social et environnemental et économique qu'il peut y avoir au niveau des occupants. On parle donc là très brièvement les infrastructures énergétiques, production, consommation, distribution, la gestion des espaces naturels, des déchets, la partie réseau bien sûr, les biens et services, c'est-à-dire tout ce qui peut être mutualisé au service des occupants, que ce soit dans l'exploitation des espaces communs ou des espaces privatifs,
L'interface numérique, indispensable si on veut faire du numérique inclusif, peu énergivore, eh bien il faut effectivement avoir des infrastructures adaptées. Et puis l'évaluation qui est pour nous une infrastructure à part entière pour assurer l'évaluation continue de l'impact du programme immobilier et de ses occupants. Le modèle de développement est également basé sur une gouvernance participative, comme je vous l'ai illustré dès le démarrage sur l'appel à manifestation d'intérêt, mais qui là va prendre forme au niveau de la société de gestion immobilière de la microville 112, d'une société coopérative d'intérêt collectif. Pour ceux qui ne connaissent pas, très simplement, c'est une entreprise normale, une société anonyme qui est en cours de constitution, qui a un statut particulier qui lui permet d'accueillir en son capital aussi bien du public que du privé, tout en restant de droit privé, et en permettant un équilibrage des droits de vote qui n'est pas seulement lié au montant financier apporté au capital, mais également aux autres formes de contribution, expertise et territoriale des associés. C'est une structure de gouvernance participative qui permet donc l'implication de toutes les parties prenantes, comme vous le voyez sur ce schéma, aussi bien donc les exploitants et occupants, les fournisseurs et collaborateurs, les financeurs bien évidemment, et les acteurs de l'écosystème territorial. Présentement, on se retrouve avec le village de Courcy, la communauté urbaine du Grand Reims, le Grand Est au niveau de la région. Mais bien sûr, c'est une entreprise comme une autre qui peut avoir un pacte d'actionnaires qui sécurise, même si la gouvernance effectivement est ouverte et davantage partagée avec les parties prenantes, un pacte d'actionnaires permet de sécuriser les investisseurs dans la gouvernance du projet. Autre élément majeur de ce modèle de développement, c'est une évaluation continue de l'impact avec un outil qui n'existe pas aujourd'hui, comme ça a été dit dans l'introduction. On a effectivement des choses dans l'investissement socialement responsable. Les outils sont encore à bâtir. Et donc, on a lancé de manière intégrée à ce programme de Microville 112 un programme de recherche-action qu'on appelle le profil sens économique qui va permettre de modéliser les chaînes de valeur à la fois de création et de destruction de valeur économique, sociale et environnementale des acteurs qui vont être actifs, donc les occupants de la microville 112. Tout ça en lien avec les 17 objectifs de développement durable qui, je le rappelle, sont en fait 17 objectifs de développement économique durable. Voilà, on est vraiment dans du développement économique et donc dans l'objectif de faire d'un projet immobilier un moteur de développement économique durable. Une microville 112, c'est un processus de co-construction avec les acteurs du territoire et qui font le territoire économique, donc les acteurs économiques, les acteurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire, les acteurs publics et les acteurs académiques et de la recherche, qui sont impliqués bien évidemment dans un processus de réactivation de cette friche urbaine à plusieurs étapes. On a une première étape qui va démarrer prochainement de phase de préfiguration, qui va nous permettre de réactiver en urbanisme transitoire entre 5500 et 8500 mètres carrés dans le cadre du pôle de développement économique local avec la Chambre des métiers d'artisanat, inscrit dans un plan de soutien à l'économie locale pour héberger les ressortissants artisans et TPE de la Chambre des métiers d'artisanat qui aujourd'hui se retrouvent avec de grandes difficultés à payer des loyers et on va leur mettre à disposition dans cette phase d'amorçage du projet, ou dans tous les cas les locaux qui sont en très bon état globalement, donc 55 000 mètres carrés en assez bon état, on peut effectivement réactiver à court terme 5 à 8 000 mètres carrés pour héberger au prix des charges des entrepreneurs, TPE et artisans qui auraient un modèle économique mais des problèmes de trésorerie aujourd'hui. Ce qui va nous ouvrir sur une deuxième phase, la phase de réactivation, où là on va véritablement passer à la phase de rénovation. La première phase de préfiguration nous permettant également de finaliser les cahiers des charges sur les infrastructures éco-responsables que je vous ai présentés précédemment et sur les objectifs qui vont alimenter les indicateurs ISR, les objectifs en termes d'éco-rénovation. Donc cette phase de réactivation qui va nous permettre de réaliser des travaux sur à peu près 22 000 mètres carrés, qui sera suivie d'une phase de revitalisation et d'intensification sur 24 000 mètres carrés jusqu'à 2025. En termes de performance, on a donc un objectif ambitieux d'éco-rénovation, donc d'atteindre les standards de 2050, mais d'ici à 2025. Donc faire véritablement de ce territoire un territoire démonstrateur des techniques d'éco-rénovation sur ces 50 000 mètres carrés,
visant les moins 50% d'émissions de CO2. Bien sûr, le développement d'activités économiques et de l'économie sociale et solidaire dans une logique d'économie circulaire. Et puis, on est aujourd'hui, selon le prévisionnel locatif, qui est notre base de travail, sur un retour sur investissement en 2033 avec un TRI sur 2035 de plus de 3%, 3,36%, sans avoir fait d'optimisation quelconque à ce stade-là. Voilà, ça c'est vraiment les performances visées économiques, sociales et environnementales au niveau de la microville 112 comme démonstrateur de microville durable. Donc bien évidemment, il y a un lien avec les enjeux ISR. On n'a pas du tout inventé la microville durable, ce programme-là, en fonction du label ISR qui vient de sortir. Cette réconciliation est très intéressante et arrive au bon moment. Mais effectivement, on a, par rapport aux enjeux, bien sûr, la notion d'éco-rénovation, les infrastructures mutualisées éco-responsables, où on retrouve les questions biodiversité, énergie, mobilité, etc. Et puis la gouvernance partenariale, qui, vous l'avez compris, est un peu au cœur de la dynamique de transformation du territoire et de redynamisation. En termes d'éléments financiers, pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur, on a aujourd'hui un terrain de 65 hectares qui est valorisé par les domaines à 4,9 millions qu'on acquiert à l'euro symbolique plus les frais d'études déjà engagés. Un programme d'investissement, donc rénovation, éco-rénovation et infrastructure de 39 millions d'euros avec le TRI qui vous a été annoncé tout à l'heure. Et selon les estimations des possibilités donc de valorisation à 2035, supérieur à 50 millions d'euros pour l'existant et à 20 millions d'euros pour un potentiel de terrain constructible qu'on n'a pour l'instant pas du tout modélisé dans le programme immobilier, puisque le premier objectif est la rénovation de l'existant. Tout ceci ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et faire d'un programme et un projet immobilier finalement un moteur de développement économique local qui contribue à créer de la valeur sociale et environnementale, ça ne peut pas se faire sans l'engagement et l'implication des acteurs qui font le territoire. Donc, je vous ai parlé du village de Courcy qui a été moteur dès le départ. Le Grand Reims nous a rejoints, chemin faisant. La Chambre des métiers et d'artisanat a candidaté à l'appel à manifestation d'intérêt, IFORI aussi, la Fredon aussi. Donc, eux étaient vraiment tout à fait dans la dynamique dès le départ. Quant à la Banque des Territoires et le Grand Est, qui aujourd'hui sont des soutiens, au moins en termes de communication, et certains se sont déjà engagés par de jolis courriers d'engagement non engageants comme ils savent les faire, à financer ce programme d'éco-rénovation de 39 millions d'euros. Donc il y a une vraie implication des acteurs du territoire, mais n'oubliez pas, on a démarré en 2017, nous sommes en 2020. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu convaincre du fait qu'on pouvait faire autrement que la manière dont ils avaient l'habitude d'agir. Donc tous ces dispositifs-là aujourd'hui nous permettent de préparer le lancement d'une foncière dédiée finalement au financement de ces projets. Alors je ne vais pas dire forcément une foncière ISR, elle n'est pas encore labellisée, mais ça va être un sujet. Mais effectivement pour ces programmes de revitalisation de friches urbaines, qu'elles soient militaires, industrielles, ou même de friches de locaux vacants diffus dans les centres-villes ou en ruralité, puisqu'on a des projets de micro-villes en ruralité et dans le cadre de la revitalisation de centres-villes dans Action Cœur de Ville. Alors, on se rend compte qu'effectivement, cette manière de monter et de faire émerger de nouveaux usages, de nouveaux programmes immobiliers, qui s'inscrit pleinement dans les objectifs du label ISR immobilier, aujourd'hui est plus que dans l'air du temps et répond à un vrai enjeu, à la fois de développement économique et de relance de l'économie, et à la fois de développement responsable, on va dire, contribuant aux objectifs sociaux, aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels nos sociétés et nos territoires sont confrontés. Merci Christophe. Merci beaucoup à tous les trois. Comme on peut le deviner, c'est absolument passionnant. On est véritablement à l'aube d'une nouvelle démarche. On a un peu le sentiment d'être face à l'ISR comme on était face au bâtiment énergie positive il y a 10-15 ans. Donc, excellent timing pour les personnes qui souhaiteraient monter une foncière et la labelliser ISR. On a eu plusieurs questions. La première, qui s'adresse plutôt à toi, Christophe.
Le projet que tu mènes est un projet on ne peut plus atypique, inédit. On n'a jamais vu des projets se mener sous ce format-là, sous ce mécanisme-là. Comment est-ce que cette innovation est accueillie par les collectivités publiques? Alors, on constate globalement au niveau des élus, je vais parler au niveau des hommes, donc, qui sont avant tout nos interlocuteurs. Avant de parler à une institution, on parle à ceux qui le représentent. Les élus aujourd'hui dans les collectivités territoriales ont une relativement faible connaissance des outils existants qui pourraient être utilisés pour faire mieux que ce qu'ils font. Un exemple tout bête, faire du bail amphithéotique leur est complètement inconnu. Et donc, ils cèdent leur actif immobilier public parce qu'ils savent pas faire autrement. Donc aujourd'hui, le projet de foncière sans écho, par exemple, reçoit un écho très très positif des acteurs dans les territoires. Je parlais d'Action Cœur de Ville pour la revitalisation des centres-villes, qui va en avoir encore plus besoin après le passage de la Covid-19. On a aussi en ruralité les centres-bourgs. On travaille sur une micro-ville avec la SIC de Cœur du Jura, une communauté de communes en ruralité avec 3 centres-bourgs, où on est sur 20 000 m² de locaux vacants diffus. Et ils se rendent compte que finalement, si on n'aborde pas la revitalisation de ces locaux au niveau de l'écosystème du territoire, donc dans sa globalité, plus que bâtiment par bâtiment, on n'y arrivera pas. Parce qu'il faut recréer des dynamiques. Et que la question n'est pas de savoir si on va savoir réhabiliter un bâtiment, mais comment ce travail qui est à engager, qui est lourd et qui est cher à financer, comment on va avoir un retour sur investissement sur son territoire, autre que simplement de quelques occupants dans ce bâtiment, et comment ça va pouvoir contribuer à un vrai projet de développement du territoire. Deuxième et dernière question pour vous, Ella et Cédric. Comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans le greenwashing, ce qu'on a pu connaître au travers des différents labels plus portés sur la dimension environnementale et écologique de nos actifs? Je vais donner quelques éléments de réponse du coup très rapides. Comment éviter le greenwashing? Alors évidemment, il y a toujours un risque, que ce soit l'ISR washing, du greenwashing, du social washing, voire même ici du finance washing. On parle bien d'investissement, on ne parle pas de dons ni de mécénat. Il s'agit bien de faire des fonds d'investissement rentables. Si je dois utiliser une seule réponse, je dirais le meilleur moyen de l'éviter, c'est d'être transparent. Et pour être transparent, il faut accepter, selon moi, d'être technique dans le discours. Donc, accepter de ne pas donner une réponse d'impact en un indicateur. Peut-être qu'il en faut 5, peut-être qu'il en faut 10. Mais il faut être transparent et expliquer concrètement aux investisseurs, aux prospects, ce qui est fait et à quel problème on répond. Merci Cédric. Et là? Oui, moi j'aurais résumé une dynamique anti-ISR washing et plus largement anti-washing par 3 éléments. D'abord un parti méthodologique fort qui est nécessaire et là à travers des outils comme la labellisation ISR, à travers des référentiels, ça permet de guider les acteurs sur le triple volet environnemental, sociétal, gouvernance, pour une contribution à impact positif. Le deuxième point, c'est la transparence. Et ça c'est un point clé, transparence par rapport au parti pris, transparence par rapport à la méthodologie, et puis transparence par rapport au 3e critère qui est la mesure, l'évaluation et le suivi dans le temps. Et je pense que ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est qu'on part d'une promesse en matière d'investissement socialement responsable et on va suivre et regarder les résultats dans le temps, et ça c'est une dynamique qui est propre à l'application de l'ensemble des outils. Donc méthodologie, transparence et évaluation de l'impact. Bien, merci Ella, merci à tous les 3, merci à vous qui avez porté un intérêt pour cette nouvelle démarche appliquée à l'immobilier durable. Donc on tenait à vous remercier, autant Ella, Cédric et Christophe pour votre intervention et votre partage, vous également qui portez ces ambitions au sein de vos entreprises, et je ne puis que nous inviter tout chacun à faire durer cette ambition que nous avons dans nos projets immobiliers que nous menons.